Bonsoir, bonsoir, bonjour, dépendant de l'heure à laquelle vous allez voir le recording. Euh, Aujourd'hui, on va juste essayer de continuer where we left off, là où on s'est arrêté dans la vidéo précédente, c'est-à-dire sur les concepts de base de la programmation orientée objet. Et on va avancer, comme on s'est dit, sur l'héritage et d'autres piliers qu'on va voir tout de suite. De la dernière fois, on s'est arrêté ici. On s'est arrêté ici la dernière fois et on est passé sur l'exécution de ce code. Donc, on a vu un peu comment la structure du code, ce à quoi correspondaient les différentes méthodes, les différentes instructions et on a essayé d'expliquer. Aujourd'hui, on va essayer d'entrer un peu en détail sur ce concept de programmation orientée objet. Premièrement, à ma gauche, vous allez voir, j'ai une certaine figure, une représentation graphique. Et cette représentation graphique, c'est dans un langage qu'on appelle le UML. UML qui est un langage de modélisation. Donc, je vais juste l'écrire ici pour référence. UML, UML qui est un langage de modélisation, donc Unified Modeling Language. Et qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet de modéliser une situation réelle de façon orientée objet. Ok, revenons. Dans mon image, j'ai un chat, un cat, qui est représenté dans le format UML. Et dans la première ligne, on a les attributs ou les fields, les attributs caractéristiques, propriétés ou fields. Dans la troisième ligne, on a les méthodes, les behaviors, les actions et comportements. Ce qui se passe, c'est que le concept de programmation orientée objet n'est pas né à Python. Il est né bel et bien avant Python et il s'est éparpillé dans plusieurs langages de programmation. Il faut comprendre que ces différentes propriétés, genre la classe, les attributs, les méthodes, ne sont pas propres à Python, mais sont des trucs qui sont un peu plus généralisés. Et en comprenant que c'est généralisé, ce sera juste easy de faire la relation entre le général et la conversion en Python qui sera plus straightforward lorsqu'on va entrer maintenant dans la syntaxe de Python. Donc, une classe, c'est ce petit carreau, si je peux le dire. Ne vous inquiétez pas pour les visibility ici. On va toucher ça lorsqu'on sera dans notre slide, dans la suite. En Python, vous allez voir que ça se translate, si je peux dire ça ainsi, par le nom de la classe qui vient juste après le class keywords. Les fields qu'ils appellent ici maintenant deviennent ce qu'on appelle des propriétés. Les méthodes que vous voyez ici en bas maintenant deviennent nos fonctions avec def et def le nom et son body, tout ce qui va avec en fait. So, pourquoi je montre ceci? Je montre ceci parce que lorsque on a un projet ou lorsqu'on a juste une application Python qu'on veut construire, la première des choses, c'est par contre pas directement pour écrire le code ou lorsqu'on a déjà écrit des spécifications sur du papier ou sur un carnet. La première des choses qu'on essaie de faire, c'est de la modélisation. Et l'un des premiers diagrammes, vu que UML, ce n'est pas un diagramme, c'est un langage. Il y en a plusieurs diagrammes, mais celui-ci, c'est l'un des diagrammes qu'on appelle le diagramme de classe. Donc, la première des choses qu'on fait lorsqu'on a une idée, c'est de pouvoir ressortir ce diagramme de classe. Et le diagramme de classe, c'est l'ensemble des différentes classes qui vont prendre partie dans le bon fonctionnement de votre système. Si par exemple, je suis en train de construire un e-commerce website et que je veux utiliser Python pour le back-end, par exemple, pour construire un web server, je vais faire une maquette, une modélisation de ce back-end en termes de classes. OK, dans mon back-end, quelles sont les classes qui vont prendre partie prenante dans le bon fonctionnement de mon e-commerce website? Et puis dire, OK, comme c'est un site d'e-commerce, je dois avoir des articles. Je peux avoir une classe article qui va essayer de modéliser ce que c'est qu'un article. Je peux avoir une classe utilisateur qui va essayer de modéliser ce que c'est qu'un utilisateur, ainsi de suite, ainsi de suite. On essaye de modéliser ces différentes classes et lorsqu'on les regroupe dans un document, c'est là où on a ce qu'on appelle notre diagramme de classe pour le système. Maintenant, ayant ce diagramme de classe, ce sera un peu plus facile de voir comment le code de Python à quoi le code Python va ressembler
sans même avoir commencé à écrire le code Python. Ça, c'est l'un des avantages et ça nous permet de vraiment penser notre solution d'une certaine manière avant même de commencer à écrire le code pour pouvoir voir les erreurs très très tôt dans la réalisation. Comme je disais, ici en bas, vous allez voir que les concepts, tous les concepts ici, comme je dit, ce sont des building blocks de l'objet, de la programmation orientée objet. Ils sont disponibles dans tous les langages de programmation qui supportent la POO, Python inclus. Donc, comprenant ça du high level, ça sera très facile de juste translate à Python. Ok, on a vu ce que c'est, on a essayé de faire un review. Next, on va voir, on va essayer de review aussi les classes, la différence entre classe, objet, instance, vu que il y a très souvent on utilise ce terme mixement sans vraiment comprendre. La première chose à savoir, c'est qu'on a dit que la classe c'était un plan, d'un plan à suivre. Ce plan à suivre est donné à Python et Python nous génère des objets. Maintenant, ces objets sont appelés des instances de la classe. Donc, si je veux essayer de reprendre notre exemple de 4, ici on a notre classe 4 qui est notre plan. Et ici on a deux objets. On a l'objet Oscar et l'objet Luna. On appelle ces objets des instances de la classe 4. Vous voyez que l'objet Oscar a ses propriétés, sa liste de propriétés, et l'objet Luna a aussi sa liste de propriétés. Ce sont des objets, et chaque objet, ce sont des instances de cette classe en fait. Donc des produits finis de la classe, si on peut dire ça ainsi. De là, vous remarquez directement qu'on peut utiliser une classe pour créer plusieurs objets. Donc, on peut avoir une classe 4 et on peut créer 100 objets ainsi. Cela soulève aussi l'un des avantages de la programmation orientée objet. Parce que sans programmation orientée objet, ce qui devrait se passer, c'est que on devrait modéliser, par exemple, le chat d'une certaine manière sans utiliser les classes, les méthodes, juste en utilisant les variables, les fonctions. Et pour créer, par exemple, 100 chats, ce qu'on allait faire, c'est qu'on allait copier le code, le premier code qu'on a eu, on allait le coller 100 fois pour obtenir 100 chats. Vous voyez déjà que on obtient un code qui est un peu très répétitif, qui viole l'un des principes en programmation qu'on appelle le DIR, le DIR, le dry principle, don't repeat yourself. Ça viole ce principe. Ce principe dit juste que lorsque vous vous rendez compte que vous copiez des codes et vous répétez ça un certain nombre de fois, ça veut dire que vous êtes en train de faire ce que vous voulez faire, mais de la mauvaise manière. Vous voyez que sans les classes, on devait copier-coller, copier-coller, copier-coller. Imaginez maintenant qu'on veut faire une modification. Genre, on va ajouter un nouvel attribut à notre modélisation de la classe. C'est-à-dire qu'on doit modifier toutes les 100 copies qu'on a eu à faire de notre objet 4, de notre objet chat. On doit modifier toutes ces 100 copies. Alors qu'avec une classe, on avait un plan, on a un plan détaillé, on donne à Python et on peut générer autant de chats qu'on veut. Lorsqu'on veut faire une modification, on a juste à modifier la classe. Et lorsqu'on modifie la classe, les répercussions, les changements sont juste propagés, se répercutent à tous les objets, soit à toutes les instances de notre classe. Maintenant, comme on a aussi vu la dernière fois, plusieurs classes ou plusieurs objets, donc plusieurs instances peuvent partager des caractéristiques, des propriétés, des attributs similaires. Et ces propriétés attributs sont appelés des attributs de classe, comme on a vu la dernière fois avec l'exemple de espèce dans la classe personne. So. Maintenant, on va entrer dans le vif de la vidéo d'aujourd'hui, qui est sur les piliers de la programmation orientée objet. Comme on s'est dit, la programmation orientée objet n'étant pas juste attachée à Python, mais étant un paradigme un peu plus high level, d'un paradigme des langages de programmation. Il a quatre piliers solides sur lesquels il se fonde. Ces quatre piliers sont l'abstraction, l'encapsulation, l'héritage, inheritance, et le polymorphisme, polymorphism. Ces quatre principes sont les building blocks, les piliers de la programmation orientée objet. Ils s'appliquent dans tous les langages qui supportent la programmation objet. Par conséquent, ils s'appliquent aussi à Python.
Maintenant, le premier principe qu'on va voir aujourd'hui et sur lequel on va essayer de s'attarder, c'est le principe qu'on appelle celui de inheritance, donc le principe d'héritage. C'est l'un des principes les plus fondamentaux et les plus faciles à aborder lorsqu'on entame la programmation orientée objet. Donc, sans plus tarder, on va essayer de définir ce qu'on entend par inheritance, ce qu'on entend par héritage. Donc, comme ici, on voit que l'héritage, c'est la possibilité que donne la programmation orientée objet de pouvoir créer de nouvelles classes à partir des classes déjà existantes. C'est-à-dire qu'on a un ensemble de classes qui existent déjà, on a un set of classes qu'on veut créer. On peut juste prendre les classes qui existent déjà, les refine et créer de nouvelles classes à volonté. Maintenant, pour essayer de matérialiser faire une graphical representation, on peut regarder l'image de left. Sur l'image de left, on voit qu'on a notre parent class, on appelle la classe parent parent class ou superclass. Superclass, ce sera vraiment très utile. Et on a les subclasses ou les classes enfantes, donc comme cat et dog. Là, on a notre parent class qui est animal. Et on a notre child class qui est cat. Et on a notre child class qui est dog. Vous allez voir que animal avait les propriétés de name, sexe, age, le poids, la couleur, tout ça, et d'autres propriétés, d'autres plein de propriétés. On a vu que tous les animaux ont ça en commun. Tous les animaux ont ces propriétés en commun. Donc, ce serait un peu du gaspillage de créer, par exemple, le chien, lui donner ses attributs, créer le chat, lui donner ses attributs, créer l'oiseau, lui donner ses attributs, créer le criquet, lui donner ses attributs, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez que les attributs vont se répéter et souvenez-vous, lorsque ça se répète déjà un certain nombre de fois, on est en train de violer un certain principe qu'on ne devrait pas violer. C'est pour ça qu'il y a ce principe d'héritage qui nous dit, OK, lorsque tu as plusieurs classes qui partagent des propriétés similaires, que ce soit des caractéristiques, que ce soit des méthodes, ce que tu peux faire, c'est utiliser l'héritage pour prendre tout ce qui est similaire, donner à un parent, et maintenant ce parent pourra juste faire parvenir les propriétés là aux enfants. Dans notre cas, on avait toutes ces propriétés, toute cette méthode. Vous voyez que dans notre représentation de la classe 4, on n'a plus le name, sexe, machin et tout le reste. Cette petite flèche avec le triangle tout blanc, c'est le principe d'héritage en UML. Il est en train de nous dire que tout ce qui se trouve dans animal sera aussi retrouvé dans 4. Mais on n'a pas besoin de réécrire ça. C'est ça le pouvoir de l'héritage. Même chose pour dog. Tout ce qui se trouve dans animal sera juste répercuté dans dog. Et vous voyez que les nouvelles trucs qu'on ajoute, ce sont des trucs spécifiques. Genre pour le chien ou pour le chat, on ajoute des trucs que le géant, le parent animal ne pouvait pas, ne pouvait pas définir lui-même. Parce que tous les animaux n'avaient pas ça en commun. Donc s'il y a quelque chose qu'on voit que le chat a de spécifique, comme par exemple on peut dire que le chat, il a 9 vies, le chat. Donc on va créer une autre variable, on va dire nombre de vies 9. Le chien, lui, il a une vie, le chien. Donc on va créer une autre variable, on va mettre nombre de vies, une. Vous voyez que là maintenant on a nos attributs qui diffèrent ou des caractéristiques qui sont spécifiques à certaines classes. Ce sont ces caractéristiques spécifiques qu'on va maintenant mettre dans notre classe enfant, Mais dès qu'on a des caractéristiques qui sont identiques pour toutes nos classes, on peut juste racheminer à la classe parente. Maintenant, pour revenir à Python, on va voir que le principe d'héritage en Python se fait de façon très simple, très simple. Pour faire l'héritage en Python, on passe juste de la classe parente entre parenthèses de la classe enfant, et c'est ce qu'on va voir à la suite. Donc ici dans notre exemple, on a la classe animale. On a une classe animale, on a une classe dog. Maintenant, la classe dog hérite de la classe animale, et cela on peut le voir parce qu'on a juste passé notre animal entre parenthèses de notre classe dog. Donc, juste ici, on a passé notre animal entre parenthèses de notre classe dog, ce qui signale à Python que cette classe dog va juste hériter de animal. Toutes les propriétés qui seront trouvées, toutes les méthodes qui seront trouvées dans la classe animale, répercute-les dans la classe dog. Et ainsi, vous allez voir, voici par exemple la méthode init de
la classe animal, qui est la classe parente, et voici la méthode init de la classe dog. Et lorsqu'on va voir partir dans le cours, vous allez voir, on a un mot-clé super, point init. Et ce super point init, le mot-clé super nous permet de appeler la classe parente. Donc, vous pouvez prendre, si on essaie d'interpréter cette ligne, on va dire, OK, à cette ligne, Python dit à la classe parente d'exécuter sa fonction, sa méthode init avec les paramètres qui sont passés. Bon, tout de suite, on va passer au code et on va essayer de voir comment tout cela se présente. Donc ici, je suis sur le code qu'on venait de voir avec notre classe animal, la méthode init et plein d'autres méthodes qu'on va voir. On a notre classe dog avec sa méthode init. Donc la première chose qu'on va essayer de voir ensemble, on a aussi une troisième classe. Ouais. La première chose qu'on va essayer de voir ensemble, c'est l'implémentation de la fonction, plutôt de la méthode init. Notre méthode init, si vous regardez bien, elle prend en paramètre le doc name, le doc age et deux autres paramètres qui ont des valeurs par défaut. Donc, on n'a pas forcément besoin de passer. Et ce qu'elle fait d'intéressant, c'est que à cette ligne particulièrement, elle utilise un mot-clé super. Et si vous mettez vos curseurs sur ce mot-clé super, vous allez voir un tas de code avec des décorateurs et un peu de trucs partout. Mais si on essaye de expliquer ce que la méthode super fait, en fait, la méthode super dit que, OK, regarde la classe parente de cette classe dog, qui est animal. OK, la classe parente, c'est animal. Donc, il va dire, la classe parente étant animal, utilise animal et appelle la méthode init qui se trouve dans animal, dans la double underscore init qui se trouve dans animal. Cette méthode double underscore init qui se trouve dans animal, donc cette méthode, appelle cette méthode et passe en paramètre le nom du chien, l'âge du chien et ces deux paramètres qui étaient passés aussi ici. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir dans la méthode init. Le animal name, ce sera le dog name. Animal age sera le dog age. Et le species sera les par défaut qui est dépassé. Il va venir ici, il va dire, OK, le nom de l'objet courant, c'est ce qui était passé en paramètre. L'âge de l'objet courant, c'est ce qui était passé en paramètre. Même chose pour l'espèce, le son qu'il fait. Et il a une valeur par défaut qui est le is hungry, qui est par défaut égal à true et qui ne peut pas changer. Donc, c'est ça le super pouvoir de la méthode init. Et juste pour essayer une façon mémotechnique de comprendre ce super, c'est du genre, si on revient sur notre visualisation, ici, particulièrement ici, on avait ce super classe qui était la classe parente. Donc, on peut juste essayer de retenir super avec ce super classe. Ensuite, on essaie de regarder ce super classe, de se rappeler que, OK, super classe, c'est pour la classe parente. Donc, lorsqu'on dit super, là où je vois super, ça veut dire que j'appelle la classe parente. Et lorsque je fais super point, j'utilise un certain élément de la classe parente. Comme par exemple, si j'ai fait super point init, ce qui m'a permis de pouvoir utiliser la méthode init de la classe parente. Et je pourrais faire super point make sound. Je pourrais faire super point info. Il y a plein de trucs que je pourrais faire avec ce super. Et ça, on va essayer de conclure là pour aujourd'hui, pour un peu rendre le truc digeste. Et avant que je n'oublie, au fur et à mesure qu'on avance avec ces vidéos, n'oubliez pas que le PDF est available, le PDF sur l'exercice de la programmation orientée objet. Donc après chaque vidéo, vous allez voir que les exercices vont de difficulté easy à high. Après chaque vidéo, vous essayez de faire les exercices. Comme ça, vous allez essayer de pratiquer les trucs qu'on essaie de voir. Comme par exemple, la première méthode, la première vidéo, on a parlé des introductions de concepts de base. Vous voyez qu'ici, on a l'exercice 1 qui vous demande juste de créer une simple classe livre avec des attributs et de créer des instances. Cela vous permet de pratiquer ce qu'on a appris et le plus vous pratiquez, le plus cela va mieux rester dans le cerveau. Donc, au fur et à mesure qu'on avance avec les vidéos, prenez le PDF, traitez l'exercice sur le PDF et à la fin, le week-end ou même dans une vidéo
futur, je vais essayer de corriger quelques petits exercices. Sur ce, jusqu'à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.